c'est, à mon sens, le plus grand écrivain français du moment. C'est Michel Houellebecq. Michel Houellebecq, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir tout le monde. Vous arrivez de vacances, là, vous êtes bronzé, non? Non, c'est le maquillage. Enfin, si, j'étais en vacances, mais je suis pas bronzé. Ouais. C'est une apparence. Ouais. Ça va? Ouais. Ouais, j'ai des soucis, je fais des trucs nouveaux, donc c'est toujours des soucis. Ouais, bah oui, on va en parler, vous faites de la chanson maintenant. Ouais. Alors, je sais pas si tout le monde ici connaît Michel Houellebecq, en tous les cas, c'était un écrivain formidable. D'abord, il avait écrit un bouquin qui s'appelait Extension du domaine de la lutte, qui a été adapté au cinéma d'ailleurs par Philippe Arel. Ensuite, il a fait Les particules élémentaires, qui est un roman extrêmement important et que je vous conseille de lire si vous l'avez déjà fait. Ça s'est vendu, quoi, 300 000 exemplaires? Oui, à peu près. Bon, il y a encore donc quelques millions de gens qui peuvent l'acheter. Ça a été traduit en 25 langues, ce qui prouve que, a priori, il y a quelque chose. Ça devait être adapté au cinéma par Pialas, ça s'est pas fait, ça? Non. Ça va être adapté au cinéma, mais je sais pas par qui, là. Ouais. Alors, Les particules élémentaires, donc voilà, vous pouvez l'acheter. Oui. Vous avez publié en septembre Renaissance, donc, vous dites, c'est un recueil de poésie, hein. Oui. Et vous dites en parlant de Renaissance, je vais profiter de ma... Zoom, mon garçon. Vous dites, je vais profiter de ma nouvelle notoriété pour essayer de sortir la poésie de son ghetto. Bah, tout le monde est... oui, dès qu'on... Beaucoup de gens ont essayé. Hein. Ouais. Moi, j'essaye, je suis pas le premier. Ben, vous avez trouvé un système, en tous les cas, pour sortir la poésie de son ghetto, oui, Michel. C'est que vous avez fait un CD. Ben oui. C'est une bonne formule, hein, faire de la musique en même temps. Ouais. Quand on trouve la musique qui va, hein, ça peut pas arriver à chaque fois. Ben là, vous avez trouvé Bertrand Burgala, oui, qui signe les musiques, et ça va être votre présence au Printemps de Bourges, va être le 20 avril, sans doute l'événement du Printemps de Bourges. Alors voilà, ouais, ça... en fait, c'est une vachement bonne idée de mettre des poèmes en musique. Ce qui est plus délicat, c'est l'idée que j'interprète moi-même. Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas trouvé. Donc s'il y a un interprète quelconque à l'écoute... ouais, Vanessa... Vous vous souvenez de Rêve de fille? Alors... Cette chanson, je peux l'écouter en boucle. Non, mais j'aime beaucoup Vanessa, mais je sais pas si j'écris des trucs bien pour les filles, quoi. On va écouter ce que vous écrivez, on va écouter un petit bout de Playa Blanca. Playa Blanca, les girandoles enroulées sur le palmier mort s'allument et la soirée décolle. C'est bien. Les Allemands traversent le décor. Playa Blanca, comme une enclave au milieu du monde qui souffre, comme une enclave au bord du gouffre, comme un lieu d'amour sans entrave. Incroyable mais vrai, c'est Michel Houellebecq, Oui, l'auteur c'est des particules élémentaires, qui chante. Comme quoi, tout est possible. Tout est possible. Ne ouais. zappez pas, tout est possible. Mais j'aimerais bien... C'est entre Murat et Gainsbourg. Ouais. Il y a un côté de Neil Young aussi, il adore Neil Young, lui. Ah, j'aime beaucoup Nelly. Alors, si vous voulez voir Houellebecq sur scène, donc il y a le 20 avril, le Printemps de Bourges, hein, dans cet événement. Et après, vous faites une tournée. Oui, ça sera peut-être mieux parce que là, c'est pas encore tout à fait au point. Enfin, on va essayer que ça soit bien. Hein, mais c'est plus sûr en mai. Fin mai, là, ça sera bien. Alors, le 23 mai à Paris, au Folies Pigalle, Ouais, le ça sera très 25 bien, mai ça. à Lyon, au Transborder. Puis après, vous faites toute une tournée. Il y a Limoges, Angoulême, Toulouse, Bordeaux, Rennes. Hein, vous faites toute une tournée, Monaco. Voilà. Bah oui, là, ça devrait mettre la poésie à portée. Écoutez, après ce qui vous est arrivé dans la littérature, on vous souhaite le même succès dans le disque, parce que votre bouquin est sorti comme ça d'un seul coup. Ça a été, je me souviens, à la rentrée 98, Les particules élémentaires, c'était le livre, et ça l'est toujours d'ailleurs. On en parle toujours au moins une fois par semaine. Hein. Ah oui, Ah oui. une fois par semaine. Ça vous suffit pas? Si, c'est énorme. Ouais. Avec le recul, Michel Houellebecq, comment vous réagissez aujourd'hui? Comment vous considérez les polémiques qui ont suivi la parution des particules élémentaires chez Flammarion? Mais c'est bien qu'il y ait des polémiques en France.
C'est un pays sympathique pour ça. Enfin, il y a des polémiques sur des livres. Ouais. Il y a eu une polémique dans votre livre, enfin je ne vais pas raconter votre livre parce que c'est ni le jour ni l'heure, mais disons qu'il y avait plusieurs thèmes et notamment une critique des mœurs libérales et des dérives laxistes de mai 68 qui est un peu le thème, bien qu'il n'y a pas de critique du film La parenthèse enchantée où joue Clotilde Courreau avec Vincent Elbaz, Géraldine Payas, Karine Viard. Voilà l'exemple même. Michel, voilà l'exemple même alors d'un enfant de 68. Là. Depuis le début de la soirée, on n'arrive pas à la tenir. On sent bien qu'elle a été élevée par des parents babacool, c'est évident. Parce que lui, il a bien parlé de ça dans son bouquin. Elle est sage. Là, elle est sage. Depuis que vous êtes là, elle est sage, oui. Merci. Je sais pas, les enfants se sont débrouillés comme ils pouvaient. Hein. Bah oui. Exactement. Alors, vous avez choqué d'abord en disant ça, parce que c'est vrai que c'était la première fois où un auteur, un écrivain disait critiquer 68 en disant Charles Manson, ça n'aurait pas été possible sans 68. Donc d'un coup, ça a mis tout le monde devant ses responsabilités. Alors là, je caricature un peu, mais c'est ça l'esprit. Donc ça... À peine, malheureusement. Oui, à peine, malheureusement. Et vous disiez dans votre bouquin, puis dans les interviews que vous avez données par la suite, que finalement 68, c'était surtout pour vous le triomphe de l'industrie du divertissement. Oui, mais je maintiens. Mais c'est... De toute façon, quand on dit un truc pour la première fois, on peut toujours s'attendre à des ennuis. Hein. Oui, le mec qui a dit que la Terre classiquement. Tournait, oui, il a eu des emmerdes aussi. Ouais. Et puis alors, il y avait aussi, dans votre bouquin, ce qui a choqué les gens, c'est que c'est la première fois qu'on décrivait des scènes érotiques non satisfaisantes. Parce qu'habituellement, dans les films érotiques, dans les livres érotiques, tout le monde jouit, tout le monde est content. Et vous avez parlé de la sexualité avec réalisme, non ? Oui, mais elles ne sont pas non satisfaisantes non plus. C'est-à-dire c'est moyen. Quoi. Oui, c'est la réalité, quoi. C'est comme dans la vie, il y a du satisfaisant et du pas satisfaisant. Alors que c'est vrai que c'est... Non, c'est pas de l'érotisme, c'est de la sexualité réaliste. Voilà. Ça a beaucoup choqué aussi, parce que c'est... Ouais, en général, quand dans les bouquins, quand il y a des histoires de sexe, c'est toujours vachement bien, tout le monde est content. En fait, le truc, je vais vous dire... Hein, dites-moi, Michel. Le grand secret... dans l'histoire, c'est que le point culminant des scènes n'est pas la sexualité dans mes scènes. C'est-à-dire que ça continue après. Oui. Donc la sexualité est un moment qui intervient au milieu. Oui. C'est pas une fin en soi, quoi. Ouais, enfin c'est... Parce que dans tous les films, qu'ils soient porno ou sentimentaux, ça finit toujours par le point le plus sexuel. Alors que moi, je continue après. Oui. C'est là où ça devient moins drôle. La douche, tout ça. Voilà. C'est-à-dire que les gens continuent à parler après. Et donc la sexualité est intégrée dans une narration. Vous avez une réflexion sur les films porno. Vous dites que dans les années 70, les actrices de films porno étaient moins jolies qu'aujourd'hui. À quoi c'est dû, à votre avis ? Ça, c'est simple. Hein. C'est parce que maintenant, tout le monde accepte de faire des films porno. Donc il y a plus de concurrence, donc c'est les plus belles qui ont le... Alors que dans les années 70, c'est celles qui voulaient un peu qui les tournaient, quoi. Donc effectivement, les films porno sont devenus moins réalistes, du coup, parce que les filles sont plus jolies, quoi. Et ce qui a beaucoup choqué les gens, donc il y a eu effectivement cette critique de 68, il y a eu cette façon de raconter la sexualité d'une façon très... quotidienne, comme ça, très réelle. Et puis il y a aussi toutes les mutations du corps humain. Par exemple, vous dites, enfin c'est pas dans le bouquin, mais vous dites dans les interviews, moi l'idée d'un seul sexe me semble pas mal, ça serait bien qu'on ait des clitoris et des glands un peu partout, sur le corps, comme ça, ça serait des capteurs de plaisir. Il y a plein d'idées, mais... Vous avez plein... Non mais vous avez quand même, ça aussi c'est bizarre, c'est l'introduction... Non mais Michel, c'est vrai, c'est l'introduction de la science-fiction dans le roman. Mais ça... Non mais c'est fou. Non mais j'ai beaucoup... Non mais c'est poétique tout ça. Pas seulement malheureusement. Je suis désolé. Mais j'ai beaucoup choqué... J'ai beaucoup choqué parce que moi j'étais pas contre les mutations génétiques. Ouais. Et donc tous les trucs... génétique bizarre qu'on fait, moi je trouve que... Mais vous n'êtes pas contre le clonage, vous ? Non, moi je ne suis pas contre... Vous dites que c'est une tendance inéluctable, le clonage, et qui finira, de toute façon, le clonage humain finira par résoudre le problème du couple. Et donc ça finira par s'imposer comme mode de reproduction, je pense, ouais.
Ayez confiance. Just trust. Alors, science. on vous a accusé, ce qui est incroyable, c'est qu'on vous a accusé de véhiculer des fantasmes eugéniques Ah oui, ça, c'est très et bizarre. totalitaires, alors que vous placez la compassion au-dessus de toutes les qualités humaines. Vous êtes quelqu'un vraiment compassionnel. Bah oui. Houellebecq, à 20 ans, il a mis un coup de pied à un pigeon. Et il dit, c'est ce que j'ai fait de plus méchant dans ma vie et je m'en veux encore. Oui, sympa quand même. Ben oui, j'ai pas fait pire. Ils se mort de rire. Non. Il en souffre toujours. Mais oui, ce pauvre pigeon, je sais pas, c'était une... Ça vous change de la mairie de Paris, hein, Bled? C'était un geste de post-délinquant. Ouais. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est vrai que les pigeons, de temps en temps, il y en a beaucoup. C'est agaçant à Paris. Ouais. Hein. Je sais pas qui est de la mairie de Paris. Là. C'est Monsieur Bled. C'est moi, Ah, le c'est pigeon, monsieur. c'est moi. Non, il y a eu, votre livre a fait scandale, et pour la bonne cause, je dirais. En revanche, il y a eu un scandale, c'est que vous n'ayez pas le prix Goncourt, quoi. Non, ce que vous avez dit de plus sérieux et de plus grave, en parlant du prix Goncourt que vous n'avez pas eu, vous avez dit, mon éditeur, en l'occurrence Flammarion, n'avait pas de ligne budgétaire pour acheter les jurés. Bah oui. Mais ça, c'est pas un scoop. Enfin, bon, il paraît que c'est un scoop qu'un écrivain le dise. Mais C'est la première fois qu'un écrivain le dit, tout le j'ai monde le déjà sait. entendu mais oui. des éditeurs le dire, donc j'avais pas l'impression de dire un truc si choquant que ça. Ouais. Je croyais que tout le monde le savait déjà, quoi. Le jeu est acheté avec Bah du oui, blé, quoi. oui. Oui, enfin, ça doublé. se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'il leur demande une préface, et au lieu de leur payer la préface 5 000 francs, il leur paye la préface 50 000 francs. Enfin, j'ai dit ça un peu imprudemment, mais je pensais que tout le monde le savait, Ouais. vraiment. Bah non, voyez. Enfin, tout le monde le savait, personne ne le disait. Voilà. Alors, il y a une chose pour terminer avec vous, Michel Houellebecq, qui vous resterez, au-delà de tout ça, comme le premier qui a dénoncé l'inégalité sexuelle. C'est-à-dire qu'on avait déjà dénoncé toutes les formes d'inégalité, et vous avez été le premier, là aussi, à dire, un peu comme pour le Goncourt, vous étiez le premier à dire que la compétition sexuelle est plus sauvage que la compétition capitaliste, et qu'en fait, il n'y a aucune loi dans ce domaine, tous les coups sont permis, c'est la loi du plus fort. Ça aussi, c'est quelque chose, vous avez été le premier à énoncer. C'est-à-dire qu'en fait, la vraie compétition, c'est la compétition sexuelle, et celle-là, il n'y a pas d'égalité possible en plus. Ben non. Je suis désolé d'avoir énoncé cette chose déprimante, mais j'ai rien à retrancher. Bah oui, je sais, oui. Je 6 sais. ans plus tard... Alors, évidemment, il y a les clubs échangistes, ça c'est le communisme sexuel, c'est le... Bon, oui, enfin, faut déjà... De prolongation. Voilà, c'est le club échangiste, mais enfin, si tu veux. Et alors la compétition, en revanche, c'est... la discothèque, c'est la compétition. Oui, c'est dur. Mais faut pas... c'est vrai que l'on... On est samedi vers 1h du matin, là. Ouais. Il y a probablement des gens qui rentrent déprimés. Là, ils sont sur Canal en train de regarder le... C'est fini. Mais À 1h, c'est fini. c'est pas sûr. Bien, on va... Alors vous savez qu'on ne bouge pas pendant le jingle, hein, vous êtes au courant? Non, moi, je peux pas, j'ai pas envie de bouger, ça va. Je suis pas content. Je vais vous faire une interview fin du monde, comme vous êtes quelqu'un de spécialement gay, comme on vient de le voir. Je vais vous faire une interview fin du monde. Alors, c'est la fin du monde, Michel. Oui. Les corbeaux. C'est la fin du monde. Si vous deviez sauver un livre... Moi, je prendrais la Bible. Ouais. Parce que, bon, c'est pas abouti, hein, mais on peut en refaire plein à partir de la Bible. Donc c'est très générateur, quoi. Il y a plein de petites histoires, on peut... Ça a déjà beaucoup servi pour refaire des livres à partir de... Si vous deviez sauver un animal... Le bichon frisé. Le bichon frisé? Oui. Vous aimez les bichons frisés? Oui, c'est magnifique. Pourquoi votre grand-mère avait un bichon frisé? C'est quoi un bichon un frisé? chien Ben, et c'est comme... c'est un tout petit chien, c'est comme une peluche. C'est tout gentil. Non, ça aboie pas beaucoup en Ça plus. aboie pas du tout? Non, presque pas. Et ça sais pas ce vous que c'est. saute dessus, ça vous lèche. Enfin, c'est hyper gentil. Si vous deviez sauver une idée? Une idée, je vais être un peu chiant, hein. C'est peut-être l'idée de la preuve mathématique. Ouais. Ça, c'est bien, ça a beaucoup C'est vrai que servi c'est un peu à chiant, lui. ça. C'est un peu chiant. C'est vrai. Question suivante. Un disque? Il y en a trop. Le vôtre? Non? Non, Non, même pas. Beethoven, c'est mieux. Ouais, c'est vrai. Un film? Peut-être Murnau, l'horreur. Ouais. Si vous deviez sauver un sexe, ça serait lequel? féminin. Bah Ouais. Non, mais ça y est, je veux dire, ça se pose même pas. Ouais. Une Non, drogue? Ben moi, je dirais le tabac. Ouais. Ça a l'air de rien, mais c'est bien. Ouais. Si vous deviez sauver un homme politique, ça serait qui? Tibéri, sois sympa. Je sais pas, j'ai rien contre. Tibéri, ça va faire plaisir à monsieur. Moi,
Bon, honnêtement, j'aime bien Chevènement, mais... Désolé, hein, désolé pour le public. Mettez-lui un coup de pied comme un pigeon. Non, j'aime bien Chevènement. Chevènement. Ah ouais, je trouve qu'il est courageux. Bah, il y a déjà le bon Dieu qui l'a sauvé une fois. Hein. Bah, il avait écouté Piaf aussi. Ouais, il avait écouté Piaf. On rallume. Et maintenant, je vais aller retrouver la star de la rentrée, Michel Houellebecq. Quartier libre, Laurent. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Et ont-ils cherché à savoir de ma vie, de mes choix? Et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi? Je me sens mal aimé, je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Et ont-ils cherché à savoir? Michel Houellebecq, bonsoir. Merci Bonsoir. d'avoir choisi Tout le monde en parle. En même temps, compte tenu de ce que vous dites dans votre bouquin au sujet de la concurrence, ça aurait été difficile d'y aller, non? Non, mais je pouvais, effectivement, Oui, je suis dur avec Fogiel, mais il le mérite. Alors, vous publiez chez Fayard La possibilité du Nil, donc c'est l'événement littéraire, médiatique, commercial de la rentrée. Votre livre écrase d'ailleurs cette rentrée, et les 650 autres romans de la rentrée sont un peu réduits au rang de figurants, non? Oui, c'est pas de ma faute, hein. J'avais dit longtemps à l'avance que je publiais un livre. Bon, là j'ai décidé d'arrêter de faire de la fausse modestie parce que ça se verrait. Ouais. Donc c'est vrai que mon livre est bon. Oui, c'est un peu normal qu'il écrase la rentrée, oui. C'est pas de ma faute, enfin je veux dire... totalement. Ouais. Ça déclenche beaucoup de haine en tous les cas, non? Bah oui, mais ça aussi c'est normal. On peut pas en vouloir. Moi, la jalousie est un sentiment humain que je comprends parfaitement, avec lequel je sympathise même, et que je suis toujours prêt à pardonner. Vraiment. Alors au-delà du phénomène Houellebecq, on va parler du livre, et d'abord le pitch. Donc La possibilité du Nil raconte la vie de Daniel, qui est un être humain, qui vit pas vraiment à notre époque, hein, qui vit dans une dizaine d'années à peu près. Oui. Ouais. Oui. Avec quelques légères augmentations de phénomènes déjà visibles, comme mauvais traitement aux vieux, ce genre de choses. Oui. Ce qu'on a vu apparaître pendant la canicule de 2003. Oui, l'effarante inhumanité, en fait, Ouais. dans lesquelles on finit ses jours, quoi. Puis l'islamisme est moins présent. Vous dites c'est un peu comme le punk, ça a été très fort, c'est redescendu, et maintenant pour garder une comparaison musicale, c'est un peu comme la New Wave, quoi. Oui, ça m'offre. Ouais. Bon, ça peut Thermidor. paraître bien optimiste, mais enfin Ouais. c'est ce que je pense. Hein. Ça m'est venu à l'esprit en voyant des filles très voilées, parce que le but était de faire peur, quoi. Ouais. Un peu comme le but des punks était de faire peur aux gens normaux. Bon, Et en voilà. 2015, les filles ont toujours des voiles, mais enfin c'est plus décoratif, vous dites. Oui, et puis bon, tout ça s'efface peu à peu. Donc je parie sur le fait que les choses se calment, et qu'il y ait, bon, par intermédiaire de la jeunesse, hein, qui a envie de liberté de mœurs aussi. Alors, ce Daniel vit donc en 2015 à peu près, et sa vie est lue et commentée 2 millénaires plus tard par ses clones, des néo-humains, que vous appelez Daniel 24 et Daniel 25. Alors eux, en fait, ils n'ont plus besoin de se nourrir, ils vivent par photosynthèse. Hein. Oui, ils ont juste besoin, comme les plantes, de sels minéraux et d'eau. Et ils ont beaucoup moins... Bon, à part ça, il y a des mâles et des femelles, hein, comme les... Ils vivent seuls, reliés par un Internet franchement amélioré. Et ils ont un entraînement qui consiste en gros, d'abord à faire des exercices pour obtenir la paix, le calme, l'absence de désir et de souffrance. Donc quelque chose de très inspiré du bouddhisme. Par ailleurs, ils étudient la biographie de leurs prédécesseurs, donc c'est pour ça qu'ils étudient la vie de Daniel 1, pour
essayer de tirer parti de leurs échecs et de leurs souffrances pour ne pas vivre la même chose. Alors, Daniel 1, donc celui qui vit dans 10 ans, c'est un humoriste à succès, un mix entre Dieudonné, Bigard, Pierre Desproges. Mais quelque chose de pire que tout ça réuni, parce que il est d'un cynisme total. Ouais. C'est-à-dire que Dieudonné, je pense que c'est pas purement de la provocation. Chez lui, je pense qu'il croit vraiment à la cause palestinienne. Et malheureusement, qu'il est peut-être aussi devenu antisémite du coup. Alors que Daniel, lui, il est prêt à allumer tout le monde, du moment qu'il pense que ça peut être marrant. Ah, il dit une misogynie affolante. Il y a cette fameuse vanne, tu sais comment on appelle le gras qu'il y a autour du vagin, la femme? Oui. Il est misogyne, mais il est une espèce de... Il est toujours sur le fil du rasoir, quoi. C'est un bon pro. C'est un très très bon pro. Il provoque, mais il s'arrête juste à temps et il gagne plein de fric. Ouais. À un moment, il rajoute un petit peu d'antisémitisme parce que ça, voilà, il pense que c'est bien. Alors, il fait un film porno qui s'appelle « Broute-moi la bande de Gaza, mon gros colon juif ». Voilà. Oui. Donc, il essaye toujours de surfer quand même pour rester politiquement correct dans le politiquement incorrect. C'est en cela que c'est une légère anticipation, parce qu'on est... Je pense qu'à l'heure actuelle, il y aura une espèce de carton rouge, je ne sais quoi. Mais je suppose que l'humour, qui a déjà beaucoup de droits, beaucoup plus un peu que n'importe quoi, va en gagner encore un peu plus. Et lui se moque de tout. Ce qui l'intéresse, c'est quoi d'ailleurs? C'est le succès, hein, au fond. Alors, ce qui est terrible, c'est que malgré ses dérapages racistes, misogynes, finalement, il a une bonne image auprès de la presse. Il a des bonnes critiques dans Elle, dites-vous, des bonnes critiques dans Télérama. Il passe pour un homme de gauche. Oui, ben il réussit par... Bon, il se moque pas mal aussi des gens d'extrême droite. Vous dites qu'en fait, que le seul contenu résiduel de la gauche, c'est l'antiracisme. Oui, ben c'est vrai que comme contenu de la gauche, à un moment donné, il y a eu, enfin on peut s'en souvenir, il y a eu, comment dire, une société partageuse, quoi. Mais tout ça a complètement disparu, la gauche est devenue libérale. Ensuite, il est resté une espèce de libertarisme, mais c'est fini, ça, la gauche est anti-drogue, anti-tabac. Donc la seule cause sur laquelle, parce qu'il faut quand même des causes un peu mobilisatrices, enfin, sur lesquelles on arrive à mettre d'accord la gauche, et c'est l'antiracisme. Que vous appelez le racisme anti-blanc. Oui, parce qu'il y a une sorte au fond de désir de ne pas être blanc. Enfin, il y a cette culpabilité manipulatrice, c'est un peu louche. Mais donc il arrive, à sa propre surprise, à être encore considéré comme un homme de gauche et même comme un humaniste. Oui, et pourtant les droits de l'homme, il s'en fout. Il dit, quant aux droits de l'homme, rien à foutre, à peine si je parviens à m'intéresser aux droits de ma queue. Oui. C'est un type finalement qui a écrémé, dites-vous, tous les créneaux porteurs, le racisme, la pédophilie, la torture, le cannibalisme, le parricide, avec un certain succès donc. Oui. Et à 47 ans, il est complètement lessivé, il n'en peut plus. Le type qui a conscience de sa propre médiocrité au fond. Il a conscience d'être pute, quoi, d'être pute et d'être putabile, de pas... Alors, il a 47 ans, il est lessivé, vous dites la vie commence à 50 ans, c'est vrai. À ceci près qu'elle se termine à 40, quoi. Donc, à 47, il est cuit. Il est... Bon, il tient limite, quoi. Enfin, il en a marre de ce qu'il fait, il en a marre de son public, il supporte plus le rire, ce qui est quand même grave pour un comique. C'est vrai qu'il y a quelque chose de méchant dans le rire. Et moi, j'ai déclaré, et c'est vrai que j'avais beaucoup été impressionné par quelqu'un qui était d'un naturel chaleureux, ouvert, et qui avait connu De Funès. Ah oui. Et au moment où je lui demande de parler de Funès, je vois son visage changer, il me dit « Ah oui, lui, il était vraiment triste. » Et c'est impressionnant, parce que De Funès, c'est le comique le plus gentil, le plus... tout public qu'on puisse imaginer. Ben, il semble bien que quelqu'un qui arrive à être comique, c'est-à-dire qui sait mécaniquement comment on peut faire rire les gens,
qui a trouvé ce secret-là, ce soit un secret triste. Parce qu'on est obligé de très bien connaître la nature humaine. Oui, on est obligé de très bien connaître la nature humaine et on s'interdit d'exprimer... tout événement peut être vu comme comique ou comme tragique, quoi, si on veut. On s'interdit d'exprimer le côté tragique et apparemment, ça finit par vous rendre vous-même très triste. Alors donc lessivé, il se retire en Espagne, dans une maison de 27 pièces au nord d'Almeria, mais il ne tient pas du tout compte de la beauté du lieu, ça n'a aucun effet sur lui. Il s'aperçoit que ça ne suffit pas, que le lieu peut être beau, mais il ne peut rien en faire en fait de cette beauté. Il dit à un moment donné que s'il avait un réel tempérament artistique, il pourrait faire quelque chose de cette beauté, des tableaux, je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas le cas. Ouais. Donc il s'ennuie. Et il vit donc avec Isabelle, qui est une rédactrice en chef d'un magazine de mode qui s'appelle Lolita. Voilà, mais il s'ennuie parce qu'il n'a pas envie de faire des enfants. Hein. Non, il n'a pas envie de faire des enfants et il n'est pas... Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas imposer finalement à d'autres êtres le calvaire d'une existence terrestre. Il y a un passage où c'est vrai, je me suis moi-même posé la question, pourquoi les bébés hurlent à ce point ? Alors, ça n'arrive pas du tout aux bébés chats, chiens, ni cochons. Et je pense qu'il y a un défaut quelque part. Peut-être c'est une erreur de perdre les poils. Enfin, je ne sais pas, mais bon, là, le côté livre de science-fiction commence à arriver. Il dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'aime pas les enfants. Il dit que l'enfant, c'est une sorte de nain vicieux, d'une cruauté innée. Et d'ailleurs, les animaux domestiques en ont peur. C'est vrai que l'enfant manifeste sa personnalité et sa volonté de dominer son entourage de manière violente. Mais pire que ça, au fond, s'il hurle le bébé, c'est parce qu'il souffre. Et je pense réellement qu'on est trop sensible à la douleur, que la douleur physique va au-delà de sa nature de signal. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose de déséquilibré dès le départ chez l'être humain. Alors, Daniel et Isabelle ne font pas d'enfants, et le grand événement, c'est quand ils recueillent un chien, un dénommé Fox, un soir, au bord d'une autoroute. Et là, vous dites, c'est le meilleur amour, c'est l'amour inconditionnel, parce que finalement, le chien, il n'attend rien en échange, et il vous aime vraiment. Oui, et puis ce qu'il y a, c'est bon, toute personne ayant vécu en couple, c'est qu'il n'est pas forcément facile de rendre heureux le conjoint, alors que le chien, c'est possible. Même si on est animé des meilleures intentions du monde, le bonheur de l'autre n'est pas garanti. Alors qu'avec un chien, ça peut arriver. Et en fait, ça arrive c'est assez facile de rendre un chien heureux. Hein. La plupart des maîtres y arrivent. Et c'est beaucoup. Hein. Vous êtes heureux avec Clément, vous ? Oui, parce que je sais qu'il est heureux. Et donc j'ai ce pouvoir-là. Vous rendez quelqu'un heureux. Oui, un être heureux. Alors qu'avec un enfant, ce ne serait pas aussi évident. C'est pas aussi évident. En plus, l'éducation est plus facile, concrètement. C'est éduquer plus rapidement. Alors, entre Daniel et Isabelle, l'amour physique s'étiole rapidement. Lui, il se met au pastis Tranxène, ce qui est quand même un cocktail parfaitement welbeckien. Oui, c'est une nuit particulièrement dure où il s'aperçoit qu'en fait, elle n'aime pas vraiment l'amour physique. Et disons, elle fait ça pour lui faire plaisir. Mais elle n'aime pas la jouissance, parce que le problème d'Isabelle dans ce livre, c'est qu'elle est un peu trop narcissique. Elle a été très, très, très belle. Elle est encore pas mal du tout. Mais vous savez, les gens qui sont trop beaux, finalement, ont parfois du mal avec l'amour physique parce que ça les déforme. Je sais pas, ils aiment mieux offrir une image... Ils aiment être admirés. Oui, puis offrir une image glacée, calme. La beauté va toujours avec une certaine froideur, quand même. Et là, c'est terrible pour lui. Parce que lui, c'est ce qu'il préfère. C'est la seule chose qui, dans la vie, le motive encore. Et Isabelle part, il la trompe pas. C'est ça il la trompe pas du tout. Elle part parce qu'elle sent qu'elle est en train de se dégrader physiquement. Et elle précipite sa propre dégradation par une surconsommation de Cointreau. Elle prend 20 kilos, oui. Elle prend 20 kilos. Mais au départ, c'est elle qui laisse tomber. C'est ça qui est... Alors lui, très malheureux, heureusement, il tombe sur une dénommée Esther, que vous appelez la Belle, qui a 22 ans et qui va lui rendre la vie par le sexe, quoi.
on comprend qu'il est à ce moment de sa vie où, en commençant à vivre ce qui va être un bonheur total, il sait qu'il va le perdre. Et il sait aussi que ce bonheur est si fort que sa perte va le tuer. C'est-à-dire qu'Esther est vraiment... il s'engage là-dedans, sachant que c'est sa dernière histoire, en fait. Alors, vous avez des phrases formidables. La vie sexuelle de l'homme se décompose en 2 phases. La première, où il éjacule trop tôt. La deuxième, où il n'arrive plus à bander. Et le problème de Daniel avec Esther, c'est qu'en fait, il se retrouve dans la première phase, en fait. Il éjacule trop tôt. Donc, il trouve une crème qui retarde l'éjaculation. Enfin, il est content, déjà. Ouais. Hein. Il est content de revenir à la première phase, dans un premier temps. Oui, bien sûr. Bon, non, mais il faut quand même... En fait, non, mais il y a de grands moments de bonheur dans ce livre, quand même, avec Esther. Tout à fait. Alors, il trouve une crème qui est... Oui, on fait des choses maintenant, hein, quand même. Il ne faut pas nier, il y a le progrès technique pour retarder l'éjaculation. Et donc, s'ensuit une période de bonheur très intense. Et puis là, ça s'étiole parce qu'il est vieux. Ce qui est terrible, c'est que... Ben oui, il est vieux. Il peut lui faire ce qu'il veut à cette fille, mais chaque fois qu'il veut l'embrasser sur les lèvres, elle se détourne, un peu comme une prostituée. Et à un moment, elle doit le présenter à sa sœur, et elle ne lui présente pas sa sœur, parce qu'il est vieux. Donc lui se rend compte de ça. Oui, enfin, c'est ce qu'il craignait, et ça se vérifie. Et puis là, quand on est vieux, on a eu plein de soucis dans sa vie, enfin... plus rien ne vous amuse, quoi. Il peut pas faire partie de son groupe de jeunes. C'est pas... En fait, c'est pas le sexe qui le casse dans cette histoire. C'est le fait que simplement il a plus l'énergie, l'enthousiasme. Enfin, il est trop sage, trop sage, même pas trop résigné, trop vieux. Vous dites, dans le monde moderne, on pouvait être échangiste, bi, trans, zoophile, SM, mais il était interdit d'être vieux. Et les jeunes, quoi, c'est le début de sa vie amoureuse, c'est tout. Et lui, c'est la fin. Le problème, c'est qu'Isabelle n'aime pas assez le sexe et Esther n'aime pas assez l'amour. Voilà, c'est tout le dilemme. Pour Esther, l'amour, c'est un divertissement avant tout, quoi. Il n'y a pas d'implication personnelle. Vous pensez que c'est propre aux jeunes d'aujourd'hui, ça? Il est possible que l'amour soit mort, oui. Que ça soit... Après Dieu, ça fait 2. Hein. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, hein. Je ne sais pas si les jeunes ont envie d'aimer ou pas. Je ne suis pas jeune, je ne peux pas prononcer, mais... Alors là, c'est terrible parce que donc plus d'Isabelle, plus d'Esther, il n'a plus que son chien, donc Fox, et il se réfugie chez les Élohimites. Alors c'est une secte évidemment directement inspirée des Raéliens, et ça vient d'une histoire insensée, c'est que dans la Bible, Dieu s'appelle Elohim, qui est un pluriel et qui veut dire les anges. Et effectivement, depuis de nombreuses années, et avant Raël, avant Claude Vorillon, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'en fait, le Dieu de la Bible, c'était les Elohim, les anges, c'était des extraterrestres. Bon, ça c'est le début. C'est le début du dogme. C'est plus ou moins rendu compte que ce qui était accordé aux extraterrestres, c'est-à-dire le pouvoir de créer et de manipuler la vie, les hommes étaient en train d'y arriver eux-mêmes, techniquement, sans extraterrestres. Et donc la grosse promesse, là, Élohimite, et en fait la promesse classique des religions, c'est rapporter à tout le monde l'immortalité et la jeunesse éternelle. Vous dites que c'est une philosophie très adaptée au monde moderne, parce que d'abord, il y a une grande permissivité sexuelle à l'intérieur de la secte, et ensuite elle promet une immortalité palpable. Enfin, c'est pas une immortalité spirituelle, c'est une immortalité physique. En fait, oui, voilà, il n'y a pas besoin de croire à grand-chose d'extraordinaire, et c'est adapté au progrès technique. Vous dites qu'une religion, c'est une secte qui a réussi, mais vous le dites sérieusement? Ah bah oui, mais ça c'est... Si on voit les choses honnêtement, si on voit le départ des religions, c'est vrai que ça se présente vraiment comme une secte, c'est-à-dire un petit groupe dissident par rapport à une religion, une grosse religion. Donc à l'inverse, on ne peut pas prévoir si une secte à l'heure actuelle ne va pas devenir une religion de grande diffusion. Vous le connaissez, Raël? Oui. Claude Vorillon? Oui, il est sympa? Oui, plutôt, oui. Oui. Vous êtes allé le voir, vous avez étudié. Vous avez passé du temps avec les Raéliens pour écrire votre livre, évidemment, pour étudier, mais aussi parce que vous êtes intéressé réellement par ça. Je suis intéressé par les religions en général. Et là, je cherchais une secte qui soit pas
complètement grotesque, c'est-à-dire comme ces gens qui croient que l'oignon correspond symboliquement à différents stades de développement, enfin, quelque chose qui puisse quand même pas être immédiatement ridicule. Et leur histoire de clonage, là, parce qu'il y a 2 ans, ils ont annoncé qu'ils allaient ou qu'ils avaient réalisé un clonage humain. Ouais, là, par contre, j'ai franchement des doutes. Bon, c'est vrai que, ceci dit, de toute façon, on n'est pas loin d'y arriver. Oui, vous dites, de toute façon, tout ce que la science permet sera réalisé. Oui. Ce qui ressort du livre, quand même, Michel, c'est que vous n'avez ni respect ni compassion pour l'humanité, quoi. Il y a même une haine de l'humanité, et même, je dirais, une haine de la part d'humanité qui est en vous. Alors, pour vous, l'humanité est misérable. Et les humains, quand on lit votre bouquin, on a l'impression que c'est un petit peu des mammifères dans un zoo, dans le fameux parc humain. En même temps, ils me sont sympathiques. Hein. C'est toujours... Enfin, il n'y a pas... Bon, c'est comme dans plusieurs de mes livres. Il n'y a pas de vraie solution. C'est-à-dire que le désir n'est pas une solution. Mais le non-désir non plus. Donc... Alors, ces mammifères auxquels vous réduisez les humains, vous dites sont en quête de sexe, de fun, et finalement vous dites à un moment de kids. Vous dites que ce sont des kids définitifs. Oui, c'est vrai qu'il n'y a plus que des kids plus ou moins vieux. Ouais. Disons que bon, ça c'est foutu. Hein, je veux dire, il y aura plus de dignité dans la vieillesse. Faut pas y compter. Ça n'arrivera plus parce que tout ça a perdu son sens. Ça reposait sur un système de succession des générations, de choses à transmettre, ça s'intégrait dans une religion qui chapeautait le tout. Donc ça, on ne le retrouvera plus. Plus jamais. Alors ça se vend bien, la possibilité du Nil, non? Vous savez que vous en vendez 300 par jour chez Virgin, le Da Vinci Code à la meilleure époque en vendait 70 par jour, et Amélie Nothomb 50. Vous êtes content quand même? Ah oui, je suis content, oui. Ça m'effraie un peu, là, ce que vous me dites avec le Da Vinci Code, mais bon, je suis content. Ouais. Alors ça se vend bien, c'est traduit dans 36 pays. Vous êtes déçu par l'accueil de la presse française finalement? Non, parce que nul n'est prophète en son pays. Ce genre de choses, c'est basique, mais c'est vrai. Enfin, qu'on m'en veuille, je comprends. Quoi. Je vais pas vouloir être aimé en plus. Quoi. Ouais. Vous ne croyez pas que les journalistes ont été énervés par le fait qu'il y ait très peu de gens qui aient eu le bouquin, qui aient eu cet embargo sur votre livre? Bon, c'est vrai que si des gens, au bout de 3 articles, écrivent que des conneries sur moi, c'est pas la peine de l'envoyer une 4e fois. Je veux dire, il y a des gens qui m'aimeront jamais. Ouais. Vous avez fait très peu d'interviews. Cette rareté des interviews, c'est une façon de vous protéger contre vos dérapages en vue du prix Goncourt? Non, c'est pareil. Il y a des gens à qui ça vaut pas le coup de parler. Bon, puis, de toute façon, je veux dire, si je faisais énormément d'interviews, on me le reprocherait aussi. J'ai l'impression que je suis à un stade où quoi que je fasse, ce sera d'abord perçu comme très très malin. Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort ce Houellebecq. Il fait énormément d'interviews, alors qu'est-ce qu'il est fort, il fait rien. Donc autant que je fasse ce que j'ai envie, c'est-à-dire faire des interviews avec les gens avec qui j'ai envie. Mais on vous remercie, mais c'est vrai que par exemple le Figaro, vous étiez très dur avec eux. Vous avez dit que vous refusiez désormais toute interview au Figaro pendant la durée de votre vie littéraire. Non mais là, c'est un peu exagéré. Il y a eu des mises en cause, même pas seulement de moi, parce que moi c'est aussi inévitable, de gens de ma famille, enfin des trucs que, je sais pas, Voici le ferait pas, quoi. Honnêtement, Voici hésiterait. Non, ce qui est drôle, c'est qu'il y avait des publicités qui devaient passer dans Le Point, dans l'Express, dans le Figaro. Vous les avez annulées et vous avez gardé seulement la publicité dans Chien 2000. Oui, Chien 2000. Ben ça, j'ai insisté pour avoir Chien 2000. Parce que... C'est bien, Chien 2000. Mais pour les maîtres de chiens, c'est la meilleure revue. Ah oui? Il y a d'excellents dossiers techniques. On est tenu au courant dès qu'il y a un nouveau parasite. Enfin, c'est vachement bien fait. Sérieusement, ça vous fait quoi de ne pas être reconnu comme le grand écrivain que vous êtes, Michel Houellebecq? Je ne suis pas inquiet sur l'avenir du jugement sur mes livres, quoi. C'est pas vrai que c'est juste un phénomène commercial sans lendemain. Ce livre sera lu longtemps. Non, je suis rassuré, vraiment. Ben merci, on est heureux de vous voir heureux. Et maintenant, interview Upside Down. Alors Michel Houellebecq, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de pire en ce moment? C'est sûrement que j'ai des dents qui tombent, parce que là j'ai un truc temporaire. Et si ça tombe avant que j'ai le temps de refaire un truc définitif, je vais
je vais beaucoup merder dans les lectures. Ça va Ouais. siffler, je fais des lectures en public, j'adore ça. Alors. Ouais. Quel est le compliment qui vous énerve le plus? Je crois que c'est peut-être quand on me dit que je suis gentil. Quelle est la qualité que vous regrettez d'avoir? Alors c'est sûrement l'impossibilité de mentir, hein, parce que moi ça m'a... Alors là, carrément littéraire, moi ça m'a... Qu'est-ce que j'en ai bavé dans les émissions où on est sommé de dire son avis sur le livre des autres et où on pense du mal. C'est horrible. Un écrivain pardonne jamais qu'on le démolisse en public. Quel est le talent que vous avez mais que vous n'aimeriez pas avoir? De temps en temps, je me trouve trop intelligent. Non, mais c'est-à-dire que j'envisage trop de possibilités, quoi. Ouais. Quel défaut aimeriez-vous avoir? Je sais pas si c'est un défaut. J'aimerais bien être plus primaire, plus instinctif, plus immédiat. On dit que vous êtes radin, c'est vrai? Non, ça je crois que c'est pas vrai. Ouais. Je sais pas pourquoi on dit ça d'ailleurs, c'est un peu Maintenant, bizarre. on ne dira plus, puisque vous dites que c'est pas vrai. Qui ne voudriez-vous pas avoir comme fan? J'aimerais pas tellement avoir Rob Grillet comme fan. Ah bon. Ça m'inquiéterait. Bon. Le nouveau roman, vous en pensez quoi? Oh, c'est de la merde, hein, Ah vraiment. ouais. Ah, carrément. Carrément. Ouais. Il en restera rien. Par qui aimeriez-vous être détesté? Mais j'aimerais bien que les écologistes répondent à mes agressions permanentes. Ouais. Parce que j'aime pas tellement la pensée écologiste, ça me dégoûte un peu, mais j'ai beau agresser les écologistes, ils réagissent pas. Pourquoi ça vous dégoûte? Parce que je suis resté très baudelairien, chercher tout ce qui est naturel, vous ne trouverez rien que d'affreux. Quelle est la meilleure mauvaise critique qu'on vous ait faite? C'est peut-être une critique de Julian Barnes sur Plateforme. Ouais. Qui a dit quoi? En gros, je fais trop de concessions à l'émotion facile, quoi. Je perds un peu d'insolence. Bonne critique. Oui. Quels sont les défauts que doit avoir une femme pour arriver à vous séduire? Maladroite, ça marche toujours. Moi, je me souviens bon, en fait, j'ai pas du tout, ça n'a pas du tout été une histoire d'amour par la suite, mais c'était une talent scout, et la première fois qu'elle m'a vu, elle était très émue de me voir, enfin, parce que j'étais déjà un auteur. Elle a renversé carrément la bouteille de vin sur moi, et je trouvais ça adorable. Alors après, elle s'est mise à m'essuyer, bon, ce qui a évidemment... Ouais. Bon. Enfin non, il ne s'est rien passé. Hein. Mais la maladresse, oui. Qu'est-ce que l'avenir ne nous dira pas sur vous? Ne dira pas si j'ai été heureux ou non. Ouais. Ça restera indécidable jusqu'au bout. Oui. Qu'est-ce que vous n'avez jamais dit à personne? Et déjà, je vais te tuer. Ouais. Et parce que je pense que si je l'avais dit, je l'aurais fait, et que j'ai eu envie. Mais non, l'interdit moral du meurtre a été le plus fort. Ouais. Quelle est la question qu'il ne faut pas que je vous pose? Et ce serait peut-être qui je hais, parce que et parce que j'aurais des réponses, et que j'ai envie d'oublier. En fait, j'ai envie d'être apaisé, d'oublier. Je crois pas beaucoup au pardon, hein, c'est un concept assez chrétien. Je suis pas assez chrétien, mais j'ai envie de... Ouais. Vous croyez plus à l'oubli qu'au pardon? Oui, honnêtement, oui. Et ça concernerait votre mère, par exemple? Ça pourrait, mais il y a d'autres personnes. Mais justement, c'est la question. N'en parlons pas. N'en parlons pas. Merci. Oui. Très heureux. Merci beaucoup, Michel.